Dans mon livre La médecine chinoise, médecine de l'avenir pour vivre en forme longtemps heureux, publié en décembre 2019, il est indiqué en quatrième de couverture 20 000 morts par an en France. 20 000 morts par an en France dus aux médicaments chimiques prescrits par nos médecins et vendus par nos pharmaciens. Et ce sont les chiffres officiels publiés dans des rapports gouvernementaux ou parlementaires. Tous les chiffres que je cite sont des chiffres officiels. Avant 2020, et selon les mêmes chiffres officiels, il y avait en France tous les ans près de 15 000 patients qui mouraient d'une maladie attrapée à l'hôpital, maladie qu'ils n'avaient pas en y entrant, on appelle cela les infections nosocomiales. J'ai coécrit un livre sur ce sujet avec le docteur Bertrand Gachot, qui présidait à l'époque de l'écriture du livre le comité de lutte contre les infections nosocomiales du premier centre de lutte contre le cancer en Europe. En écrivant ce livre, j'ai pensé très fort à mon grand-père, décédé à l'âge de 71 ans à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, où il faisait un simple bilan de santé. Il est entré à l'hôpital sur ses deux jambes pour faire un bilan de santé. Sans être malade, on ne l'a jamais revu. On ne sait pas de quoi il est mort à l'hôpital. Il avait donné son corps à la médecine et on ne sait pas pourquoi ni de quoi il est mort. Si l'on ajoute aux morts dues aux médicaments à ceux dus aux infections nosocomiales en France, avant 2020, et toujours d'après les chiffres officiels, tous les 10 ans, il y avait 350 000 morts dues à des défaillances inadmissibles de notre système de santé. Et il n'y a pas que les morts. Dans bien des cas, lorsqu'elle ne tue pas, la médecine occidentale ne soigne pas. Mais elle rend malade et dépendant des produits d'une industrie aux 1500 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Pour en revenir aux 35 000 morts annuels, tous les 10 ans, des hommes en blanc rayent de la carte une ville comme Nice, tous les 10 ans. Autre chose au sujet de mes connaissances médicales. Avant les livres que je viens de présenter, en 1999, ça ne me rajeunit pas, j'ai publié Mortel Anesthésique, un thriller médical qui a été coup de cœur dans plus de 40 grandes librairies d'une enseigne très connue. Dans ce thriller, je passe en revue les détestables us et coutumes du milieu médical hospitalier en général, ainsi que ceux de la recherche médicale. Un autre livre dont j'aimerais vous parler, je l'ai écrit avec Pierre Lefebvre. Mais je crois qu'il ne vaut mieux pas. Vraiment, il est préférable que je n'en dise rien, pas ici. Laissons une chance à cette vidéo sur YouTube. Dans le livre Chute dont il ne faut pas parler, écrit avec Pierre Lefebvre, publié en décembre 2022, nous dévoilons de nombreux faits qui répondent à la question « Pourquoi faut-il adopter en urgence la diététique, la médecine et la pharmacopée chinoise ?» Dans cette vidéo, je vous propose de passer quelques-uns de ces faits en revue. Je dis bien quelques-uns, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Des faits qui semblent tous faire écho à la fracassante déclaration du rédacteur en chef d'une revue médicale présentée comme étant l'une des plus prestigieuses au monde. Il s'agit de The Lancet, et très sincèrement, vu les récents événements dans lesquels elle a été impliquée, on se demande comment cela est-il encore possible. Le rédacteur en chef en question s'appelle Richard Horton. En 2015, Richard Horton a lancé plusieurs pavés sur les rutilantes façades commerciales de l'industrie pharmaceutique et du milieu médical occidental. Sur ces pavés, il était écrit, je résume, que l'industrie pharmaceutique occidentale n'hésite pas à faire publier de fausses études scientifiques dans des revues médicales qu'elle contrôle financièrement. 10 ans plus tôt, d'autres pavés étaient lancés avec fracas sur les façades de Big Pharma et pas par n'importe qui. Par John Ioannidis, l'auteur d'un essai publié en 2005, essai qui fait toujours autorité dans le monde entier et qui a pour titre « Pourquoi la plupart des résultats de recherche médicale publiés sont-ils faux ?» Je répète, pourquoi la plupart des résultats de recherche médicale publiés sont-ils faux ? Naturellement, certains vont se dire « Oui, c'est bien gentil, mais en 2004, cela fait un bail. Les choses ont nécessairement changé depuis, elles n'ont pu que s'améliorer. » Et non. Car le professeur de Stanford, l'université qui a pour devise « Le vent de la liberté souffle » et qui est régulièrement dans le top 5 mondial des meilleures universités, précisa en 2014 qu'il ne s'agit pas de la moitié de la science médicale qui pourrait être fausse, mais de 85%. Et il ne faut pas s'imaginer que les choses se soient améliorées depuis 2014 ou depuis 2015. Elles ne se sont absolument pas améliorées, pas plus qu'elles ne s'étaient améliorées entre 2004 et 2014. Et ces déclarations de personnes qui font autorité en sciences médicales ne sont pas que de simples constats théoriques. Tout cela a des conséquences sur notre santé et nos existences lorsque nous consultons un médecin et surtout lorsque nous allons acheter les médicaments prescrits et que nous les ingurgitons. 80% des médicaments chimiques seraient inutiles ou dangereux. Cela fait quand même 8 sur 10. Et si l'on associe cette déclaration d'un professeur de médecine à celle d'un autre qui affirme que l'immunité naturelle, cela n'existe pas,
L'une des stars des plateaux télé C19, le professeur de médecine Gilbert Deré, a affirmé « Cela n'existe pas l'immunité naturelle ». Il est néphrologue, professeur de médecine. Il est vraiment professeur de médecine. Avec cette affirmation, ce professeur de médecine jette à la poubelle les études et observations faites sur la capacité innée du corps humain de se défendre face à des attaques de microbes depuis que l'humanité existe. Et lorsqu'on lit cette déclaration, on comprend mieux celle de Richard Horton, la science a pris le virage de l'obscurité. Et lorsqu'on associe dans le même paragraphe les déclarations de John Ioannidis, 85% des résultats de la recherche médicale sont inutilisables car peu fiables, de Philippe Evin, 80% des médicaments sont inutiles ou dangereux, et celle de Gilbert Deré, l'immunité naturelle, cela n'existe pas, on se dit qu'on a intérêt à rester en pleine forme et à ne jamais avoir besoin de rendre visite à un médecin et à un pharmacien. Et si Gilbert Deré était un génie et que l'immunité naturelle n'existait pas, serait-ce possible de rester en pleine forme, sans vaccin et sans médicaments ? Et non, bien sûr. Pour oser déclarer l'immunité naturelle, cela n'existe pas en 2022, alors qu'on est professeur de médecine, il faut avoir découvert des choses qui remettent fondamentalement en cause tout l'édifice de l'humanité, puisque selon ce professeur de médecine, il l'est vraiment, l'être humain n'aurait pas de défense naturelle. Mais alors, comment a-t-il fait pour se reproduire et se soigner avant la fin du XIXe siècle et l'invention de l'industrie pharmaceutique chimique? Il ne tombait jamais malade lors de la préhistoire? Il ne se blessait jamais du temps de Vercingétorix? Et s'ils mouraient tous après avoir été blessés ou grippés, comment se fait-il qu'il y ait encore des êtres humains sur Terre? Mais au fait, qu'en dit le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine? Ensemble, des mécanismes permettant à un hôte, c'est-à-dire à un humain en ce qui nous concerne, de résister à un micro-organisme pathogène, c'est-à-dire à des virus ou à des bactéries qui sont associées à des maladies. Le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine le confirme donc. Sans nos défenses naturelles, nous ne serions sans doute pas là. Mais ce professeur de médecine n'est pas le seul à s'attaquer à l'immunité naturelle. Un certain Anthony Fauci fait de même, mais dans un autre registre, un registre destructeur de cette immunité naturelle. Ce n'est pas n'importe qui, Anthony Fauci. Pour faire court, entre 1984 et 2022, il a dirigé aux États-Unis l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, qui est de fait une sorte de super ministère de la Santé. Et il a été conseiller en chef pour la santé publique de 8 présidents des États-Unis, de Ronald Reagan à Joe Robinette Biden. Il a été omniprésent pendant la crise du C-19, que ce soit sous la présidence de Donald J. Trump ou sous celle de Joe Robinette Biden. Ce n'est donc pas n'importe qui, tout comme Bill Gates, avec qui il a souvent été vu. Lors d'une table ronde du célèbre Milken Institute, consacrée au vaccin universel à ARN messager contre la grippe, table ronde tenue le 29 octobre 2019, la date a son importance, il aurait déclaré « Il faut supprimer l'immunité naturelle humaine ». À ce sujet, et nous y reviendrons, il aurait ajouté « Il faut empêcher l'immunité naturelle humaine de se développer ». Pour cela, il aurait préconisé d'injecter de l'ARN messager dans le corps des nourrissons avant l'âge de 6 mois. Bien que nous réaborderons ce point plus en détail, que penser d'un haut responsable mondial de la santé publique? C'est ce qu'il était avant de démissionner, puisque tous les États occidentaux se rangeaient derrière ses décisions en matière de santé. Que penser donc d'un haut responsable mondial de la santé publique qui veut, au motif de nous protéger de la grippe, stopper le développement du système immunitaire chez les nourrissons avant l'âge de 6 mois, en leur injectant de l'ARN messager? Et comment et pourquoi l'ARN messager stopperait-il le développement du système immunitaire? Eh bien, figurez-vous que personne ne lui a jamais posé publiquement la question. Et comme ces informations ne sont pas rendues publiques, il nous reste nos connaissances et notre esprit déductif pour y répondre. À chacun toutefois d'y répondre, en sachant qu'il ne faut jamais prendre à la légère les déclarations d'un tel personnage lorsqu'il parle de notre santé. Tout comme il ne faut jamais prendre à la légère les déclarations sur le même sujet de son ami Bill Gates. Bill Gates énonce ses propos comme allant de soi, comme si la nécessité de réduire la population mondiale était une évidence, comme s'il y avait unanimité mondiale sur cette question. En 2010, bien qu'insuffisant à ses yeux, cela représentait entre 700 millions et plus de 1 milliard d'individus qui seraient éliminés grâce à ces nouveaux médicaments et à ces nouveaux vaccins.
Vous voulez mon avis? Je pense qu'il faut toujours prendre très au sérieux, c'est-à-dire au pied de la lettre, au premier degré, ce que nous disent les gens comme Bill Gates, Anthony Fauci ou encore Klaus Schwab. Et lorsque Bill Gates déclare lors de cette conférence qu'il faut réduire la population mondiale afin d'atteindre le zéro rejet de CO2 dans l'atmosphère, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas un plaisantin, Bill Gates. Surtout lorsqu'il dit que les nouveaux médicaments et les nouveaux vaccins vont permettre de réduire de 10 à 15% la population mondiale. Et nous sommes en 2010. En parlant de nouveaux médicaments, Kelvin Stott, un expert reconnu en stratégie financière internationale, de rentabilité des médicaments justement, a publié un article en 2017. Kelvin Stott explique dans cet article publié le 28 novembre 2017 la raison pour laquelle Big Pharma doit impérativement changer de modèle économique en produisant de nouveaux médicaments. Des médicaments qui ne soient pas issus de l'industrie pharmaceutique chimique classique telle que nous la connaissons depuis la fin du 19e siècle. Mais lorsqu'on parle de Big Pharma, de quoi parle-t-on exactement ? En dehors de ces 5 superpuissances de l'industrie pharmaceutique à l'actionnariat croisé, qui se partageraient 1200 milliards de dollars par an sur un marché de 1500 milliards, il existe également les producteurs des médicaments génériques, en dehors de Big Pharma, que l'on trouve principalement en Inde et en Chine, les producteurs des principes actifs des médicaments, 80% des principes actifs seraient produits en Chine et en Inde, des laboratoires indépendants qui vendent des médicaments génériques et ou qui mettent au point de nouvelles molécules thérapeutiques qu'ils vendent à Big Pharma. La question est au sujet de ces derniers, pourquoi vendent-ils leurs découvertes à Big Pharma? La réponse est, ils n'ont pas les moyens financiers de procéder à des essais cliniques. Pourquoi les gouvernements occidentaux ont-ils organisé une hyper-concentration économique de l'industrie pharmaceutique chimique? Pourquoi n'existe-t-il pas une sorte de loi antitrust spécifique à l'industrie pharmaceutique? Le résultat, et c'était sans doute le but recherché, c'est que très peu de sociétés pharmaceutiques seraient capables de financer de A à Z la mise sur le marché de nouveaux médicaments chimiques, puisque 80% du marché mondial du médicament chimique serait détenu par 5 sociétés. Les chiffres clés à mémoriser. Le budget pour mettre sur le marché un nouveau médicament chimique de A à Z est d'environ de 1 milliard de dollars. 99,2% des projets de nouveaux médicaments sont abandonnés en cours de route et après avoir coûté près de 220 millions de dollars en recherche et développement et demandé plus de 4 années de travail. Donc, lorsqu'un médecin a le droit de vous prescrire un nouveau médicament chimique et qu'un pharmacien a le droit de vous le vendre, sa conception et les tests de sécurité auxquels il a été soumis ont coûté 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars pour assurer notre sécurité. Mais est-ce vraiment le cas? Un professeur de médecine a écrit plusieurs livres inquiétants sur ce sujet. Regardons ce que le professeur Philippe Evin a révélé sur le cholestérol qui boucherait les artères et sur un médicament très connu qui les déboucherait. Ce médicament serait le plus vendu dans le monde avec un marché de 40 milliards de dollars par an avant 2017, dont 10 milliards allaient à Pfizer tous les ans et 7,7 milliards à AstraZeneca, un autre laboratoire pharmaceutique dont on a beaucoup entendu parler ces 3 dernières années et pas en bien. Là également, ce n'est pas n'importe qui Philippe Evin. Il a dirigé, entre autres, Necker Enfants Malades à Paris. Ces mots sont précis. Plus grande erreur médicale de tous les temps, plus grande arnaque ou escroquerie. Au sujet du cholestérol, le professeur parle d'ennemis imaginaires. Il nous apprend que notre système étatique de santé peut maintenir la vente d'un médicament inefficace, voire dangereux, pendant plus de 50 ans, car il rapporte des milliards de dollars aux actionnaires de Big Pharma et aux pharmaciens d'officine qui le vendent. Au passage, je précise que ces milliards sont financés par les cotisations sociales, les impôts et taxes des salariés du privé. Mais ce n'est pas tout. Il nous explique également que les cardiologues devraient lire les études publiées sur ce médicament, ce qui sous-entend qu'une grande partie d'entre eux ne les lirait pas. Mais pourquoi des cardiologues prescriraient-ils des médicaments inefficaces aux nombreux effets secondaires graves? Si des cardiologues ont lu ces études, on ne comprend pas pourquoi ils continueraient à prescrire ce médicament très connu qui est inefficace et dangereux. On parle de myopathie. La myopathie est une atteinte des muscles, d'inflammation du foie, de diabète de type 2, de troubles neurologiques, etc. Et si des cardiologues qui n'ont pas lu ces études prescrivent ce médicament très connu en affirmant qu'il est efficace et sans danger, alors que ce serait tout le contraire, ne seraient-ce pas des charlatans à qui l'on devrait interdire d'exercer la médecine ?
C'est une inquiétante réalité pour notre forme et notre santé. Mais toute l'information médicale diffusée en France, dans les médias, sur les sites gouvernementaux, dans les facultés de médecine ou de pharmacie, ou plus simplement dans les cabinets médicaux, proviendrait d'une seule source, Big Pharma. Big Pharma et ses milliards de profits rendus possibles grâce à cette information qui se veut médicale, qui l'est sans doute parfois, mais qui, en fait, est surtout une information commerciale. Ajoutons que Big Pharma payerait à prix d'or les médecins et journalistes leaders d'opinion afin qu'ils diffusent cette information commerciale, comme avec le médecin de plateau télé dont nous avons parlé, le fameux professeur Gilbert Deray. Toute l'information médicale diffusée en Occident aurait pour principal objectif de maintenir les milliards de bénéfices que Big Pharma doit distribuer tous les ans à ses actionnaires, comme Bill Gates. Et notre santé dans tout cela ne serait-ce pas qu'un argument marketing et commercial et rien d'autre? Lors de l'interview, le journaliste demanda au professeur qui peut arrêter cette imposture des laboratoires pharmaceutiques. Elle s'arrêtera toute seule, répondit-il, car le médicament très connu sera génériqué en juin 2013. L'interview a lieu en février 2013 et qu'alors, il ne rapportera plus rien à Big Pharma. Mais pourquoi les médicaments génériqués ne rapportent-ils plus rien à Big Pharma? Structurellement, parce que le modèle économique de Big Pharma, c'est la nouveauté. Big Pharma ne peut engranger des milliards de profits tous les ans qu'en lançant sur le marché de nouveaux médicaments, dont les compagnies pharmaceutiques qui constituent ce qu'on appelle Big Pharma détiennent les brevets. Il faut vraiment comprendre ce qui suit. Ce n'est pas en vendant les médicaments qui sont sur le marché depuis des années que Big Pharma engrange des centaines de milliards de bénéfices. Non. Certes, ces médicaments rapportent de l'argent, mais pas du tout suffisamment pour financer la structure économique, l'appareil scientifique, commercial et marketing de Big Pharma, tout en engrangeant des centaines de milliards de bénéfices annuellement. Retenez ceci, c'est vraiment très important pour comprendre ce qui nous arrive. L'économie de l'industrie chimique du médicament dominée par Big Pharma repose structurellement sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins. Ces nouveaux médicaments et ces nouveaux vaccins si chers à Bill Gates. À écouter Bill Gates et ses amis, on se demande ce qu'ils veulent exactement. Veulent-ils soigner les malades? Ou veulent-ils changer des vies, changer la vie? Depuis le milieu des années 1980, des milliards de dollars sont investis dans les thérapies géniques. Bill Gates fait partie des hommes les plus informés de la planète. Donc lorsqu'en 2010, il parle de nouveaux médicaments, il est plus que probable qu'il parle du génie génétique, de thérapie génique et des nouveaux marchés que cela ouvrira. Rappelons ce qu'a écrit Kelvin Stott dans cet article publié le 28 novembre 2017. Kelvin Stott révéla que le modèle économique de Big Pharma était brisé. Mieux, il donna une date limite, une date de péremption, 2020. C'est-à-dire que le modèle économique des médicaments chimiques ne permettrait plus à Big Pharma d'investir le moindre centime dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments chimiques à partir de 2020. Autrement dit, la poule aux œufs d'or du médicament chimique ne pondrait plus à partir de 2020. Autrement dit encore, Big Pharma devait opérer son propre Big Reset. Bref, Big Pharma devait passer à autre chose avant 2020 pour continuer à engranger ces centaines de milliards de profits tous les ans. Rappelons-le encore, Big Pharma tire ses milliards de bénéfices sur la mise sur le marché de nouveaux médicaments chimiques. Avant 2020, d'après les analyses de Kelvin Stott, il fallait 14 années pour mettre sur le marché un nouveau médicament chimique. C'était un temps historiquement stable, nous dit-il, ce qui veut dire qu'il en a toujours été ainsi. Avant 2020, il fallait compter 14 années pour mettre sur le marché un nouveau médicament chimique. Tous les budgets prévisionnels tenaient compte de ces 14 années. Ces 14 années sont nécessaires pour assurer notre sécurité, afin que les médicaments remplissent 3 conditions qui sont indispensables à leur mise sur le marché. Tout du moins, qui était indispensable avant 2020 à leur mise sur le marché? Premièrement, il faut ou il fallait s'assurer que le médicament testé n'est pas dangereux pour les malades et la reproduction de l'espèce humaine. Deuxièmement, il faut ou il fallait s'assurer que le médicament testé apporte une amélioration et un gain thérapeutique par rapport aux médicaments existants pour traiter les mêmes maladies.
Troisièmement, il faut, ou il fallait, s'assurer que le médicament testé apporte plus de bénéfices que de risques. C'est le fameux rapport bénéfice-risque. En fait, il s'agit de savoir si le médicament testé va améliorer l'état médical des patients, bénéfice, sans qu'il ne provoque ou aggrave une maladie existante, risque. On appelle cela les effets indésirables ou encore les effets secondaires. Avant 2020, mettre sur le marché un nouveau médicament prenait donc 14 années. Et cela avait un coût, un énorme coût. Près de 1 milliard de dollars et près de 2 milliards avec le coût du capital immobilisé. Mais ce coût n'était pas un problème pour Big Pharma, puisqu'il était financé, en fait, par les États. Enfin, ce n'était pas un problème tant que l'augmentation de ce coût ne fragilisait pas tout l'édifice qui repose sur les charges sociales, les impôts et taxes prélevés sur le reste de l'activité économique privée. Or, ce que nous dit Kelvin Stott en 2017, c'est que c'est fini, que ce modèle économique arrive en fin de vie. Pourquoi ? Parce que chaque nouveau médicament améliore la norme de soins actuelle et cela ne fait que relever la barre pour le médicament suivant, tout en le rendant plus cher, plus difficile à élaborer et en réduisant également les possibilités de perfectionnement pour les médicaments suivants. Et là, ils sont arrivés au bout d'un processus que même les éventuelles fraudes, comme produire des études aux statistiques truquées, et l'éventuelle corruption, comme la délivrance d'autorisation de mise sur le marché de médicaments inutiles et dangereux, ne peuvent plus retarder l'issue. Ce constat de Kelvin Stott est l'une des conséquences de la loi du rendement décroissant qui veut qu'avec le temps, dans un système concurrentiel et encadré, toute activité économique devient de moins en moins rentable jusqu'au jour où elle ne l'est plus. La date de cette fin de vie de Big Pharma médicaments chimiques était mathématiquement arrêtée, 2020. Ainsi, après plus d'un siècle pendant lequel des centaines de milliers de milliards de profits ont été distribués aux actionnaires, l'industrie chimique du médicament aux mains de Big Pharma ne peut plus rapporter un copec à ses 10 actionnaires. C'est terminé. Il leur faut trouver autre chose, un autre grain à donner à la poule aux œufs d'or, un autre modèle économique, avec des médicaments d'un nouveau genre qui ne soient pas soumis aux si coûteuses 14 années de contrôle et de tests. Comme les centaines de milliards de profits annuels de Big Pharma dépendent exclusivement de la mise sur le marché de nouveaux médicaments chimiques, et que cela n'est plus économiquement viable, il fallait que Big Pharma abandonne l'industrie chimique du médicament tout en imposant autre chose pour soigner les malades. Et au petit jeu de trouver autre chose pour continuer à gagner les centaines de milliards par an, Big Pharma est rodé. Ils connaissent, ils savent faire, ce sont des experts, ils en maîtrisent tous les rouages administratifs et politiques. Ce sont des champions toutes catégories. C'est d'ailleurs ce que répond dépité, un brin fataliste, le professeur Evin aux journalistes qui le questionnent sur l'imposture des grands laboratoires pharmaceutiques. Les grandes firmes vont essayer de trouver autre chose pour le remplacer, dit-il au sujet du médicament très connu qui allait être génériqué. Et oui, les grandes firmes pharmaceutiques trouvent toujours le moyen d'engranger des milliards de bénéfices par an à distribuer à leurs actionnaires. Sans parler des salaires annuels mirobolants à 6 ou 7 chiffres pour ces milliers de cadres supérieurs.